Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Une semaine qui a été dominée par cette triste découverte des dépouilles d'enfants dans un pensionnat autochtone du pays. J'ai recueilli la réaction de Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Bonsoir, M. Picard. Oui, bonsoir, Mme Bégin. D'abord, sur la découverte comme telle là, des restes des 215 enfants autochtones sur le site d'un pensionnat en Colombie-Britannique. En fait, c'est comme si au Canada, on avait subi un électrochoc cette semaine. C'est comme si ça nous avait réveillés, en fait, je dirais, sur les traitements cruels qu'on a réservés dans le passé aux membres des Premières Nations. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la réponse générale du Canada à la découverte horrible de ces enfants dans une fosse commune à Kamloops? Oui, entièrement d'accord avec vous. Un autre onde de choc là, à l'échelle du pays, au niveau de nos communautés, notamment, surtout. Et même si on sait que la Commission Vérité et Réconciliation avait déjà mis un nombre là-dessus, à peu près 6 000. Et en même temps, bon, le gouvernement fédéral a réagi. Oui, c'est quelque chose qu'on a entendu de la part de certains ministres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important à ce stade-ci, c'est vraiment, maintenant que les soupçons sont prouvés, finalement, avec cette horrible découverte la semaine dernière, il faut vraiment laisser le temps aux familles de faire leur deuil et de trouver une façon finalement d'ajouter à leur processus de guérison. Ça, on en parle souvent. Donc, c'était connu et maintenant, on a devant nous ce rappel brutal qui a peut-être des choses qui n'ont pas été réglées ici. Mm-hmm. Et sur les suites, justement, à donner à cette découverte, on sait qu'il y a eu au Canada 139 pensionnats autochtones, une douzaine au Québec. Le gouvernement fédéral, cette semaine, bon, on l'a entendu, a mis à la disposition des communautés 27 millions pour supporter les fouilles, pour retrouver d'autres restes d'enfants disparus. Le gouvernement du Québec, de son côté, s'est dit prêt à collaborer. Comment vous voyez se dérouler justement ce processus de recherche? Bien, une des premières choses que je dirais, puis bon, c'est une coïncidence aujourd'hui parce que on sait que le plan d'action doit être dévoilé au niveau de l'enquête nationale sur les femmes et jeunes filles autochtones assassinées et disparues. Et je fais un parallèle ici. Parce que tout le long des audiences qui ont mené au rapport qui a été présenté en juin 2019, hein, le rapport de l'ARFADA, les familles ont été à l'avant-plan. Et pour moi, c'est un autre aspect là, qui, à mes yeux, demeure incontournable, même dans le cas du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc la découverte à Kamloops et les suites à donner finalement à cette découverte-là, mais comment aussi on intervient au niveau national. Parce que, comme vous le dites vous-même, il y a eu des pensionnats autochtones au Québec, comme partout ailleurs dans le reste du pays, et il faut savoir s'entendre sur la façon de s'y prendre. Bon, et pour moi, la place des familles doit être vraiment prépondérante. Oui, parce qu'on a beaucoup insisté là-dessus cette semaine, effectivement. Est-ce que vous vous attendez, M. Picard, à ce qu'on fasse des découvertes macabres, des corps d'enfants, en fait, sur des sites d'anciens pensionnats au Québec même? Bien, il y a encore beaucoup de familles qui sont demeurées sans réponse. On sait très bien que les pensionnats au Québec n'ont sans doute pas eu l'envergure de certains autres grands centres, comme celui de Kamloops, mais il en demeure pas moins que la situation a également existé au Québec. De l'avis de certains experts, oui, c'est fort possible même qu'il y ait des fosses communes pas de la même envergure qu'à Kamloops nécessairement, mais des fosses communes, tout le moins au Québec. Donc, je pense que la question mérite très, très certainement d'être posée. Oui, parce qu'on peut imaginer que ces fouilles-là, ça va être un processus qui va être long, mais surtout douloureux pour les familles de ces enfants disparus, morts dans des pensionnats. Quelle serait, selon vous, la meilleure façon d'aider, de soutenir ces familles-là pendant les recherches? Bien, je pense que on doit faire place à nos valeurs humaines ici.
Et je sais qu'il y a beaucoup on est toujours aux prises avec l'espèce de carcan juridictionnel, là, fédéral, provincial, mais je pense qu'on doit vraiment appeler ici les gouvernements à collaborer ensemble, en incluant notamment les familles ou les organisations que ces familles-là auront choisi de les représenter. Donc, c'est important pour nous qu'on soit bien assis au niveau du processus et surtout trouver une façon de ne pas étendre la douleur parce que on comprend que déjà le chemin de la guérison est extrêmement long et pénible. Et je pense que si on ajoute des complications administratives, ben on risque de reporter à beaucoup plus tard, à beaucoup plus loin, cette guérison qui est tellement nécessaire à ce stade-ci. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mme Bégin. Et l'onde de choc causée par la découverte des restes des 215 enfants autochtones en Colombie-Britannique s'est fait ressentir, bien sûr, jusqu'à la Chambre des communes. J'en ai discuté avec les députés Greg Fergus des libéraux, Jacques Gourde des conservateurs, Simon-Pierre Savard-Tremblay du Bloc québécois et Alexandre Boulris du NPD. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. C'est la première fois qu'on se parle depuis cette terrible nouvelle, depuis que ça a été révélé au grand jour, là, il y a quelques jours maintenant. J'aimerais connaître votre première réaction à vous, personnellement, en quelques mots, quand vous avez pris connaissance de ce drame-là. Simon-Pierre Savard-Tremblay, je vais commencer avec vous parce que vous êtes d'origine Huron-Wendat. Comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle-là? Ben, c'est absolument terrible. Moi, je dirais que c'est un héritage, moi, qui a pris de la place pour moi relativement récemment, dans les dernières années. Puis plus on creuse, plus on se rend compte aussi en même temps qu'il y a toute une histoire terrible qui vient avec ça. Là, on en a un exemple effarant qui en est un. Puis malheureusement, je pense que c'est le début. Là, on va en faire un paquet d'autres découvertes comme ça. Mais ça nous montre vraiment toutes les conséquences des violences du colonialisme, d'une espèce de volonté là, de civiliser ceux et celles qu'on voit comme appartenant à une race inférieure. C'est tout bonnement répugnant. Puis moi, j'ai pas peur d'appeler ça un génocide culturel. Alexandre Boulris. Ben, c'est difficile. Je vous dirais que c'est dur à vivre. On a eu un caucus très émotif ce matin au NPD. C'est un dossier qui touche beaucoup de gens des communautés qu'on représente un peu partout au Québec et au Canada. Alors, on est dévastés et ça nous rappelle notre passé colonial, brutal. Et il y a beaucoup de questions qui restent encore en suspens. Simon-Pierre en parlait. Est-ce qu'il y a d'autres pensionnats où il y a d'autres dépouilles d'enfants qui ont été comme ça enterrés sans que les parents soient tenus au courant? C'est extrêmement troublant. C'est un drame et puis ça nous ébranle tous. Oui. Greg Fergus, de votre côté, comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle? Effectivement, comme mes collègues, j'étais estomaqué quand j'ai entendu ces nouvelles. Ça m'a vraiment comme fait mal. C'est ça qui arrive quand on déhumanise d'autres gens. C'est du racisme pur et simple. Ça fait partie de notre passé. Ça fait partie de notre passé de colonialisme, de considérer que notre culture est supérieure aux autres, certainement aux Autochtones. Pour moi, en tant qu'un homme noir, c'est tout à fait, j'empathise énormément à ce qui s'est passé. Puis, comme j'ai dit, ça nous laisse sans mots. Comme Simon-Pierre a dit, on va arriver à un moment donné, j'ai un père bleu, et puis qu'on va trouver d'autres tombes anonymes autour d'autres pensionnats autochtones à travers le Canada. Oui. Jacques Gourde, en terminant, votre réaction à vous? Très, très triste. C'est une page sombre de notre histoire. J'ai un ami, sa grand-mère, son frère a disparu dans des conditions sans doute semblables. Et il n'y a pas de mots pour expliquer la douleur que toutes ces familles-là ont vécue, l'angoisse, l'attente, l'espérance peut-être que les gens sont encore vivants, parce que il y a des personnes des années 30, aujourd'hui, ils auraient 90 ans, mais ça serait nos grands-parents, sans doute, là, pour plusieurs personnes qui auraient existé. C'est
les générations qui ont disparu de notre histoire. Oui. Donc, ça, c'est vos réactions personnelles. Sur la réaction commune maintenant, le premier ministre Trudeau a dit qu'il est désolé. Le chef du NPD, Jack Meeting, a dit que c'est pas suffisant de pleurer pour la perte de ces enfants-là. Il faut passer à des actions concrètes, mettre tout en lumière ce qui s'est réellement, pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Alexandre Boulris, bon, qu'est-ce qui devrait être fait selon vous, justement? Deux choses rapidement, d'un point de vue politique, d'un point de vue gouvernemental. Déjà, il faudrait mettre en action les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Il y avait 94 recommandations. Il y en a juste 10 qui ont été appliquées jusqu'à présent. Donc, on se traîne les pieds un petit peu là-dessus. L'autre truc, puis ça, c'est quelque chose qui nous enrage au NPD, comment ça se fait que le gouvernement fédéral continue à payer des avocats pour contester les droits des Autochtones, notamment des victimes de pensionnats autochtones. Si on est rendu à plus de 9,4 millions de dollars que le gouvernement fédéral a payé en frais juridiques, en frais d'avocat, pour contester les ordonnances du Tribunal des droits de la personne du Canada. Je n'en reviens pas. Ouais, on devrait mettre fin à ça tout de suite. Bon, Greg Fergus, voulez-vous répondre tout de suite à Alexandre Boulris? Tout le respect que j'ai pour Alexandre, qui est un grand parlementaire, malheureusement, il a tort. Le gouvernement a déjà commencé son travail là-dessus. Il ne faut pas politiser cette idée-là. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est de répéter les mêmes erreurs du passé. C'est que Ottawa knows best, puis on va passer à l'action immédiatement. Écoutez, il faut travailler avec les communautés autochtones. Ils veulent que le travail soit dirigé par les Autochtones, provienne des communautés, centré sur les survivants et sensible aux particularités culturelles. Ça, c'est l'approche qu'on doit faire. On va marcher avec eux à leur vitesse, comme ils veulent qu'on fasse. Simon-Pierre Savard-Tremblay du Bloc, qu'est-ce que vous espérez de votre côté? Bien, regardons les faits. C'est-à-dire que la découverte de Kamloops, elle s'est faite avec les fonds de la Colombie-Britannique et non pas avec les fonds fédéraux qui étaient prévus. Parce qu'en 2019, dans le budget qui a été avancé, on a prévu 33,8 millions sur 3 ans. Mais là-dessus, selon Global News, il y en a seulement 27,1 millions qui ont été dépensés, aussi bien dire la quasi-totalité. Je parle bien sûr d'argent pour financer les recherches, retrouver les cadavres, retrouver les cimetières, mettre en œuvre des stratégies. Un budget, c'est un énoncé d'intention. Si ce n'est pas dans la loi de mise en œuvre, ça reste au stade des vœux pieux. Plus on attend, plus il y a des risques que les sources disparaissent, qu'on perde la trace des cimetières. Donc, c'est tout bonnement urgent. Et puis, quand on regarde les comptes publics, donc en 2020, en 2021 et en 2022, l'argent n'a pas été budgété. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet argent-là? Donc, si je résume, on dépense presque rien. Et la découverte choc de la semaine dernière, elle ne l'a même pas été avec le peu d'argent fédéral qui a été dépensé, mais avec l'argent de la province de Colombie-Britannique. Donc là, les condoléances, c'est bien, mais là, il faut peut-être bouger, puis ça presse. Oui. Greg Fergus, je vais vous laisser une seconde. Je vais vous laisser un peu de temps tout à l'heure pour réagir. Je veux juste entendre avant Jacques Gourde des conservateurs. Vous feriez quoi de votre côté? Et je vais vous redonner la parole, M. Fergus, dans un instant. Jacques Gourde, allez-y. Je pense qu'il faut vraiment continuer le travail avec toutes les communautés autochtones qui sont touchées. J'aime pas parler de budget dans ce genre de situation-là. La blessure est trop grande et on doit réparer notre histoire. C'est notre histoire qui nous appartient à tous. Et je pense que c'est notre génération qui devra faire un pas énorme et aller de l'avant avec les communautés autochtones. Ouais. Comme mes confrères ont dit, à leur vitesse. Mais ça doit être fait parce que la blessure est vraiment. Alors, Greg Fergus, vous vouliez réagir à ce que disait Simon-Pierre Savard-Tremblay. Allez-y. J'aimerais juste encore une fois corriger le tir. L'argent qui était utilisé pour découvrir ces tombes anonymes, une partie a été financée, subventionnée par Patrimoine canadien. Alors, et puis aussi, j'aimerais corriger le tir. Oui, il y avait 33,6 millions de dollars qui étaient mis à côté dans le budget de 2019, mais 6 millions ont été déjà dépensés. Le 27 millions est toujours là. C'est ça que le ministre avait annoncé aujourd'hui. Et encore une fois, on va faire ça en partenariat
avec les communautés autochtones à travers le pays. Parce qu'on a beaucoup insisté là-dessus, effectivement, de faire ça, de laisser, en fait, les décisions aux membres des communautés autochtones. En terminant, je veux vous entendre sur une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. En fait, l'Organisation des Nations unies qui presse l'ONU, quand même, c'est pas rien, là, qui presse les autorités canadiennes à mener des enquêtes rapides, exhaustives sur les décès des enfants autochtones et presse aussi le Canada à redoubler d'efforts pour retrouver les enfants qui sont disparus. Je vous demanderais à chacun d'entre vous, chacun à peu près 20 secondes, parce qu'il nous reste plus de temps, à quel point cette tragédie-là vient entacher la réputation internationale du Canada? Je vais commencer avec Alexandre Boulris. C'est sûr que c'est une tâche dans notre histoire, mais le plus important, c'est comment on peut réagir maintenant. C'est-à-dire que oui, il faut être capable de faire les recherches, il faut conserver les documents, il faut être capable de retrouver s'il y a d'autres enfants qui ont été comme ça enterrés près des pensionnats autochtones. On va être jugé, oui, sur notre passé, mais surtout sur notre réaction présente. Simon, Pierre Savard-Tremblay, sur la réputation que ça laisse de nous au Canada? Ben, c'est effectivement une grande tâche. Plus on découvre l'histoire, plus on découvre aussi les zones d'ombre de cette histoire. Et puis, Jacques, tout à l'heure, disait c'est pas le temps de parler de budget. Moi, je suis plutôt de l'optique qu'il faut en parler parce que il faut qu'on mette les sommes nécessaires. 6 millions sur ce qui était prévu, c'est nettement insuffisant. Il faut bouger dans ce sens-là, il faut agir. Puis, rappelons ça devait être sur 3 ans, puis qu'il n'y a à peu près rien qui a été dépensé encore là-dessus. Il faut se donner les moyens de ne pas seulement être toujours pris au dépourvu en devant offrir nos condoléances, ce qu'il faut faire bien entendu parce que ce sont des grandes tragédies. Il faut offrir nos excuses aux Premières Nations, sauf qu'il faut maintenant aussi que la vérité soit complète et soit connue. Oui, Jacques Gourde, sur l'image que ça laisse du Canada sur la scène internationale. On se doit de récupérer notre image et de faire tout ce qu'il faut avec les communautés autochtones pour avoir une certaine paix, parce que ça va vraiment être très difficile, autant pour eux que pour nous. Et c'est notre génération de politiciens, et je sens un certain consensus, je pense qu'il y a de l'espoir quand même. Greg Fergus, donc des libéraux, le mot de la fin sur l'image du Canada à l'international à la suite de la découverte de ces corps, ces restes de ces enfants en Colombie-Britannique. Tous les pays du monde ont un passé qu'ils aimeraient oublier sur certains aspects. Mais le vrai défi pour nous, c'est pas d'être préoccupé par notre image, c'est ce qu'on va faire avec ce qu'on sait aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut vraiment réconcilier avec les peuples autochtones, ainsi avec tous les autres groupes qui ont été ignorés dans le passé. Comment est-ce qu'on va embarquer pour créer un meilleur avenir. Ouais. Greg Fergus, Alexandre Boulris, Simon-Pierre Savard-Tremblay et Jacques Gourde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Enfin, la réponse d'Ottawa à la tragédie de Kamloops, c'est bien évidemment notre premier sujet d'analyse avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. Bonsoir. Je vais poser d'abord la même question à chacun d'entre vous pour commencer. Je me demande, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction du premier ministre Trudeau à la découverte de ces restes de ces enfants autochtones en Colombie-Britannique? Altia, d'abord. Honnêtement, Esther, j'ai trouvé ça assez surprenant que c'est pas venu tout de suite. Alors, la nouvelle est sortie jeudi soir, le 27 mai, puis le 28 mai, il a envoyé un tweet. C'était une réponse au tweet de Mark Miller, le ministre responsable, mais qui indiquait qu'il était outragé, désolé de voir cette tragédie-là, mais on n'a pas entendu parler du premier ministre de vive voix jusqu'à lundi, le 31 mai, durant une conférence qui était pour un autre sujet, le support aux entrepreneurs noirs. Puis, je pense que ses propos lundi, au moins il a dit quelque chose, mais c'est quand même un gouvernement qui s'est prononcé comme parti d'opposition en 2015 lors des élections en disant qu'elle allait faire des grands changements sur toute la question et les enjeux qu'ils ont rapport aux Autochtones. Puis en 2019 aussi, c'était un enjeu très important durant les élections. Puis j'ai trouvé que vraiment la rhétorique du Parti libéral et du gouvernement ne semble pas vraiment correspondre aux gestes et aux actions du gouvernement. Conrad? Je pense que, moi, j'ai pensé que j'aurais jamais vu le jour où les gens auraient critiqué Justin Trudeau d'avoir manqué de l'empathie.
Et c'est ça qu'on a assisté. On a assisté à ça cette semaine, que les gens trouvaient que la réaction de M. Trudeau était un peu froide, surtout pour quelqu'un qui... on se souvient que M. Trudeau est allé aux Nations Unies en 2007 pour livrer un discours qui parlait de la grande faillite du Canada. C'est ces mots, la grande faillite du Canada, le traitement des peuples autochtones. Et les critiques, à l'époque, l'avaient accusé d'en mettre un peu trop. Et on a vu le contraire cette semaine, mais je pense que ce qu'on voit, c'est que en début de mandat, M. Trudeau n'avait pas de bilan en matière des relations avec les Autochtones. Tout était au niveau des aspirations pour améliorer la situation. Et maintenant, il commence à avoir un bilan. Et on voit que les peuples autochtones critiquent ce bilan. Et donc, je trouve qu'il est beaucoup plus sur la défensive actuelle. Joël Denis? Moi, je pense que dans le cas de M. Trudeau, c'est une occasion manquée pour la raison suivante, c'est que je pense qu'il aurait été justifié d'avoir un discours à la nation pour mettre le pays dans son ensemble ou préparer le pays à son ensemble à d'autres découvertes du genre que ce qu'on a vu à Kamloops. Parce que les prochaines semaines, les prochains mois vont être difficiles. D'autres fouilles auront lieu, Esther, et on va trouver d'autres fosses communes. Et je pense que la population a été choquée d'apprendre ce qui s'est passé à Kamloops lors des images, lors de la découverte de fouilles des restes de 215 enfants. Il y en aura d'autres. Et même le gouvernement l'admet, c'est la pointe de l'iceberg. Donc, je pense qu'il aurait été justifié dans les circonstances que M. Trudeau s'adresse à la nation, et prépare la population canadienne à des semaines et des mois difficiles en matière de découverte sur les sites des pensionnats canadiens. Sur la réaction de l'opposition maintenant en commune, le NPD a réagi très fort, reproche au gouvernement Trudeau de continuer à poursuivre des survivants des pensionnats autochtones devant les tribunaux pour ne pas avoir à les dédommager. Là, le NPD dit que le gouvernement Trudeau est hypocrite. Altia, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réaction du NPD cette semaine? C'est une réaction, je dirais, typique du NPD. C'est pas surprenant. Ils ont en part raison. Le gouvernement est en cours maintenant sur deux enjeux. Un qui a rapport avec les survivants d'une école Sainte-Anne. Le gouvernement avait à dédommager de 50 000 $ tous les survivants. Ottawa dit que les gens qui ont passé 1 ou 2 jours ne devraient pas recevoir le même montant d'argent que ceux qui ont passé des années, alors qu'ils sont en cours pour ça. Ils sont aussi en cours ils sont contre une interprétation plus élargie sur le principe qui disait que lorsque des enfants autochtones qui ont besoin d'aide, que le gouvernement devrait payer la facture et puis après, la province impliquée et le fédéral, ils peuvent se chicaner de la facture à la suite. Sur ces deux enjeux-là, c'est assez surprenant de voir que le Parti libéral, que ce gouvernement-ci, si on écoute les propos de Justin Trudeau, est en cours sur ces deux enjeux-là. Alors, je pense que c'est entièrement compréhensible que Jagmeet Singh fonce là-dessus. Puis il y a peut-être d'autres choses, en fait, que le NPD pourrait foncer. C'est 94 recommandations, les appels à l'action de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Ouais. Il y en a moins de 12 qui ont été complétés. Juste cette semaine, depuis qu'on a cette nouvelle-ci de jeudi dernier, il y avait 2 projets de loi qui avaient rapport avec 2 recommandations qui ont soudainement été découvertes. Puis maintenant, tous les partis d'opposition et les partis à la Chambre sont d'accord. Mais maintenant, il y en a un qui est déjà envoyé au Sénat vendredi dernier, puis il va en avoir un autre aujourd'hui. C'était comme si on avait besoin d'un rappel collectif pour le gouvernement bouge sur ces enjeux-là. Oui, parce qu'on a beaucoup effectivement parlé des recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation cette semaine à la suite de la découverte de ces corps-là. Conrad, maintenant, sur justement la découverte des corps qui a été tellement accablante que l'ONU a jugé bon intervenir cette semaine. L'ONU presse le Canada de faire la lumière sur ces morts-là. Je vous demanderais quel impact a tout ça sur la réputation du Canada sur la scène internationale? C'est très médiatisé, effectivement, la découverte, parce que c'est assez horrifique. Et
Mais c'est pas la première fois, c'est loin d'être la première fois que l'ONU critique le Canada et les bilans du Canada en matière des peuples autochtones. Et il y a plusieurs pays dans le même bateau, évidemment. Donc, je suis pas certain. Et ce qu'on regarde, ce que le Haut-Commissariat aux droits de la personne a dit, n'a rien dit qui mettrait à dos le gouvernement Trudeau, parce que tout ce que le gouvernement Trudeau a l'intention de faire est inclus dans ses recommandations. Mais ça médiatisé, ça crée un portrait du Canada à l'extérieur du Canada qui est peu réluisant et qui est auquel le reste du monde est peu habitué à voir. J'aimerais, si je peux ajouter, Esther, là-dessus, Oui. je vous dirais que ça va affaiblir la réputation, évidemment, du Canada. Et quand le Canada va se prononcer pour faire la morale à certains pays dictateurs, comme la Chine, par exemple, en lui reprochant de ne pas respecter les droits de la personne, immédiatement, attendez-vous à ce que la Chine réplique en disant « Vous n'avez pas le droit de nous faire la morale, regardez ce que vous avez fait à vos peuples autochtones. » Donc, ça affaiblit, évidemment, la réputation du Canada, la possibilité de faire la morale aux autres. Je pense que le Canada va devoir se garder une petite gêne pour les prochaines années. Ouais. Je veux vous entendre en terminant sur la controverse qui a entouré Air Canada cette semaine. C'est l'autre histoire dont on a entendu parler, et moi, évidemment, devant l'horreur des découvertes des corps en Colombie-Britannique. Bon, mais on apprenait que Air Canada avait octroyé des bonus de 20 millions à des hauts dirigeants, alors que le transporteur a reçu près de 6 milliards de dollars, vient de recevoir, en fait, 6 milliards de dollars en fonds publics, ou vient de s'entendre avec le gouvernement pour recevoir 6 milliards en fonds publics et pour se maintenir à flot à cause des problèmes causés par la pandémie. Il y a d'ailleurs une motion qui a été adoptée aux communes aujourd'hui qui condamne ces bonus-là. Althia, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, dans ce dossier-là? Chrystia Freeland qui nous a rappelé que le gouvernement est maintenant un des plus grands propriétaires de parts d'Air Canada, 500 millions, je crois, et que peut-être que ce serait une manière d'exercer plus d'influence sur Air Canada. C'est très clair que le gouvernement fédéral n'a pas vu venir ce qui s'est passé, que pendant le temps que Air Canada est en négociation avec le fédéral et que la limite sur les bonus des autres dirigeants Air Canada faisait partie de ces négociations, Air Canada a décidé d'avant signer une entente avec le gouvernement fédéral en se limitant ces options-là, mais qu'ils allaient faire la même chose, mais juste avant de signer. Alors, bon, on leur donne leur bonus, puis après, on signe l'entente en disant qu'on va plus leur donner de bonus. Ouais. Bon, alors, c'est ça qui s'est passé, puis les ministres ont été surpris. Et maintenant, il semble qu'il n'y a pas trop d'options parce qu'on a déjà signé le papier. Oui, c'est ça. Joël Denis, le premier ministre Trudeau, a réagi, évidemment. Il a demandé à Air Canada de s'expliquer, mais plusieurs posent la question, est-ce que ça remet en question, finalement, toute la gestion de l'aide économique du gouvernement Trudeau en temps de pandémie? Pour ce qui est de l'aide au secteur aérien, ça a été l'un des derniers secteurs qui a obtenu de l'aide. Donc, on a vraiment fait ça à la toute fin de la crise. Et ce que je trouve intéressant, Esther, c'est que les ministres du gouvernement Trudeau ont vraiment l'impression que ça fait passer un sapin et peut-être qu'on sera plus réticent la prochaine fois à vouloir dédier autant de dollars pour soutenir une compagnie et les conditions seront beaucoup plus strictes. On précisera que pas de bonus maintenant ou avant de signer une entente. On est en train de trouver une façon de le faire, même si ça peut être complexe, ce genre d'entente-là, mais ça risque de peut-être refroidir les ardeurs des ministres la prochaine fois pour secourir une industrie qui pourrait être en péril. Oui, Conrad, le mot de la fin sur ces primes alléchantes pour les hauts dirigeants d'Air Canada? Moi, c'est une perspective un peu différente parce que moi, je pense pas que le gouvernement soit surpris ou les ministres soient surpris et que ça se soit passé et qu'ils font semblant d'être outrés. Mais la première réaction de Mme Freeland n'était pas d'être outrée. Mme Freeland, c'est quelqu'un qui côtoie les PDG depuis de très longtemps. Elle sait comment ça marche. C'est pas la première fois qu'on donne de l'aide aux entreprises et on se trouve dans la même situation. Je pense que le gouvernement est déçu que Air Canada est si mal géré. La perspective communication, mais
ce que l'Air Canada a fait, c'est toute entreprise le fait pour la rétention des hauts dirigeants en période de crise parce que, qu'on le veuille ou non, le travail des dirigeants d'Air Canada actuellement est très difficile. C'est l'avenir, la survie de la compagnie qui est en jeu et les décisions sont très difficiles. Il faut garder l'émergent. Il faut les garder motivés, comme on dit. Alors, Conrad Yakubowski, Altiara, Joël Denis-Bellavance, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi et surtout d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.